Toutes nos excuses pour ce léger retard, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans votre émission Los Scanner. Comme vous le savez, Los Scanner est une émission de débat qui vous parvient tous les jours quand il est 9h, surtout les canaux digitaux du groupe Kavi Media. Merci de votre fidélité, merci de nous pratiquer depuis Tombolia, merci de nous pratiquer depuis la ville Carrefour Mamon, merci de nous suivre du côté de Cancan, de Gérékoré, un peu partout à travers le pays. Merci de nous suivre également à Koubia. Mesdames et messieurs, encore une fois, nous vous disons merci pour votre fidélité. Au menu de ce jour, le syndicaliste Salif Kamara placé sous mandat de dépôt depuis ce jeudi à la maison centrale de Coronti suite à une plainte portée par la trésorière de la FSPE, aussi membre du bureau exécutif national de la CNTG. Elle accuse le syndicaliste d'injures, de calomnie et de diffamation. Alors, que s'est-il passé réellement et comment est-on arrivé là? Pour en parler, nous recevons Younoussa Kamara. Il est responsable de la communication de la FSPE. Et puis, en Côte d'Ivoire, le tribunal de première instance d'Abidjan a ordonné ce mardi 22 avril la radiation de Tidjane Thiam, président du PDC-RDA de la liste électorale. Le juge a estimé que Tidjane Thiam a perdu la nationalité ivoirienne quand il a acquis celle française. Elle s'appuie sur l'article 48 du Code de la nationalité qui stipule qu'un Ivoirien majeur perd la nationalité ivoirienne au bout de 15 ans s'il acquiert volontairement une autre nationalité. Les avocats de l'ancien ministre ont tenté de prouver que leur client est né français et cette disposition du Code de la nationalité ne s'applique pas à leurs clients puisqu'ils seraient nés binational. Ils affirment par ailleurs avoir présenté des documents administratifs allant dans ce sens. Si tout va bien, nous aurons depuis Abidjan honorable Basile Gaouli, il est membre de la coalition présidentielle RHDP, et notre confrère Fernand Dédé, basé depuis Abidjan. Au Burkina Faso, le ministre de la Sécurité a révélé qu'une tentative de déstabilisation a été orchestrée un complot visant à attaquer le palais présidentiel le 16 avril dernier a été mis en échec. De responsables religieux et coutumiers auraient été sollicités pour convaincre certains officiers de l'armée de participer à cette opération. Cette tentative, selon le gouvernement, serait l'œuvre d'officiers de soldats déserteurs qui se trouveraient désormais en fuite, principalement en direction de la Côte d'Ivoire où ils auraient établi leur centre d'opération. Qu'est-ce qui s'est-il passé au Burkina Faso? Analyse à suivre avec notre confrère Lamine Traoré depuis Ouagadougou. Et puis en Haïti, dans son rapport trimestriel, j'y arrive, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, évoque les craintes d'un effondrement imminent de la présence de l'État à Port-au-Prince, capitale déjà contrôlée à environ 85% par les gangs, un soutien supplémentaire de la police. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé réellement au niveau du Haïti? Si tout va bien, nous aurons notre confrère du côté de Haïti, mais aussi des analyses à suivre dans ce studio et sur ce plateau avec les chroniqueurs de tous les jours. Ramsa Cheikh, bonjour. Bonjour Yahya, bonjour à tous. Bamamed, bonjour. Bonjour Yahya, bonjour à Kalexé. Kalexé, c'est dans la sous-préfecture de Mankontan, préfecture de Bofa. Bonjour au peuple de Guinée. Bien, autant pour nous d'observer une toute petite pause, de reprendre à ce débat, comme on l'a dit ici, avec nos invités basés du côté d'Abidjan, mais aussi au niveau de Ouagadougou. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique.
Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique. C'est parti pour 90 minutes de débat. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans cette émission. Je vous le disais à l'entame, le syndicaliste Salif Camara, placé sous mandat de dépôt depuis ce jeudi à la maison centrale de Coronti, suite à une plainte portée par la trésorière de la FSP, aussi membre du bureau exécutif national de la CNTG. Elle accuse le syndicaliste d'injures, de calomnies, mais aussi de diffamations. Nous l'avons dit ici tout à l'heure, nous aurons notre invité, Yamoussa Younoussa Kamara, il est responsable de la communication de la FSPE. Mais en attendant, Yamoussa Kamara, le procès annoncé hier n'a pas pu avoir lieu. Oui, le procès annoncé hier dans l'affaire Salifou Camara n'a pas pu avoir lieu parce que tout simplement les informations qui ont été tenues ou données n'étaient pas sur la bonne route, parce que finalement, hier, sur place, on nous a fait comprendre que au tribunal de première instance de Mafanko, les journées de mardi et mercredi sont consacrées pour les procès criminels. Et donc, normalement, c'était lundi dernier que le procès a été annoncé. Et donc, ça n'a pas eu lieu. Oui. Et hier, ça a été reporté pour le jeudi prochain. Pour ainsi dire, vous vous rappelez l'histoire de cette affaire, parce que ça fait écho à un certain moment ici. D'abord en commençant par l'exclusion de Salifou Camara de toutes les instances du niveau national et international de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Vous vous rappelez, le 11 mars dernier, un collège de syndicalistes s'est réuni à la Bourse de travail pour décider le sort du syndicaliste qu'on qualifie de récidiviste en termes d'injures, de calomnies, de diffamation, avec insistance entre autres. Et donc tout est parti d'une histoire d'audio, parce que c'est parti de là, une histoire d'audio, un enregistrement qui a été fait. De quelle façon, on ne saurait encore le dire, mais en tout cas, le bureau confédéral de la CNTG a comme preuve cet enregistrement contre Salifou Camara, qu'on entend tenir des propos malveillants contre un certain nombre de responsables syndicaux du pays. Beaucoup de personnes notamment de la FSPE sont citées, notamment des responsables même de la CNTG et d'autres structures syndicales. Et donc, la première personne à se saisir, c'est la dame Saran, Radian Saran Fofana, qui est aussi sa trésorière, la trésorière de la CNTG, mais aussi membre du bureau exécutif national de la CNTG. Elle accuse Salifou Camara de diffamation, d'injures et de calomnie, mais bien avant, des plaintes ont été annoncées suite à son exclusion des instances de la CNTG. D'abord, la première plainte a été annoncée par Amadou Diallo, qui dit que l'homme, le secrétaire général de la CNTG, qui avait dit que l'homme est un récidiviste, parce qu'il a même rappelé lors de la réunion confédérale du bureau confédéral, il a rappelé qu'en 2021, lors du congrès électif de la CNTG, Salifou Camara s'est permis à commettre, s'est permis aussi à tenir des mêmes propos, des propos qualifiés d'injures contre lui-même, sa personne, Amadou Diallo. Et donc, tout est parti de là. Le 11 mars passé, il y a eu une réunion du bureau confédéral qui a finalement décidé d'exclure le syndicaliste des instances de la CNTG. Et une semaine
moins d'une semaine après, la décision a été actée par l'ensemble des structures, même syndicales, affiliées à cette centrale syndicale. Et donc, depuis là, les ennuis pour Salifou Camara, on peut dire, ont commencé, malgré l'intervention de beaucoup d'autres structures syndicales, notamment le SNE, le SLEG, entre autres, et même l'intervention du président du conseil de dialogue social, à l'occurrence Dr Alia Camara. Mais toutes ces médiations annoncées se sont révélées infructueuses parce que personne ne s'attendait que ça allait terminer devant les tribunaux. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe. Salifou, dont on parle, est le secrétaire général de la fédération syndicale des professionnels de l'éducation, mais aussi il est le directeur général de l'école primaire Aïchaba, située ici à Yimbaya, tout près de nous. Et ça fait une semaine aujourd'hui. Il est en prison. Comment s'est passée son interpellation? Il a reçu une convocation de la DPJ selon nos informations. On nous apprend, Yamsa, que nous avons notre invité en ligne. On va lui poser toutes ces questions-là. Yamsa Younsa, bonjour. Bonjour camarades, bonjour la grande radio Kavi TV, Kavi Radio. Merci. Vous êtes le responsable de la communication de la FSPE, dont Salifou Camara était le premier responsable. Tout est parti d'un audio qui s'en est suivi par une plainte aujourd'hui. Votre secrétaire général se retrouve au niveau de la maison centrale. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Merci le grand journaliste. Merci à tous vos millions d'auditeurs qui nous suivent présentement. Et merci aux anciens de Guinée qui ne cessent d'apporter leur soutien à leur camarade secrétaire général de la FSPE. Permettez-moi de vous dire que cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Comme disait tout à l'heure votre collaborateur Yamsa Cheikh, c'est une situation qui date depuis 2021. Lors du congrès, le premier congrès électif de la CNTG, qui a reconduit, malgré son statut en tant que retraité, général Amadou à la tête de la CNTG. Quand on a annoncé ce congrès, nous, en tant que syndicalistes de la FSPE, avions jugé nécessaire de les empêcher. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être défenseur de la loi et continuer à la violer. Dans la loi guinéenne, dans son article 39, une fois à la retraite, on n'est plus admis à être à la tête d'une structure syndicale qui défend les travailleurs actifs. Donc c'est là-bas que tout a commencé. Et quand on a cherché à empêcher le congrès, on n'a pas réussi. Et finalement, on s'est dit, comme... Quand vous dites, quand on a empêché, on vous parlait de la FSP, hein, c'est cela? Je parle d'abord du congrès électif de la CNTG. Je vous rappelle que je veux vous mettre au bain des choses, que c'est une crise qui ne date pas d'aujourd'hui. Qui avait voulu empêcher la tenue du congrès? Ce qu'on a besoin de comprendre. Maintenant, la tenue du congrès électif de la CNTG, la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Je dis bien des travailleurs de Guinée. Donc ça, depuis 2021. Quand on n'a pas pu empêcher la tenue du congrès, finalement, on vient décider que le général Salifou se présente contre le général Amadou. C'est quelque chose qui n'a pas de tout plu, non seulement aux syndicalistes de la CNTG, mais spécialement au général Amadou. Vous voulez dire que tous ces ennuis sont partis de là? C'est le début. Donc finalement, le général Amadou dit que vraiment Salifou a trop osé et il va comprendre la suite. Et quand on n'a pas réussi aussi à le vaincre au Congrès, avions fait des sorties médiatiques pour dénoncer les dérives. Parce que nous nous sommes dit qu'en tant que jeunes syndicalistes, il faut qu'on soit dans le respect strict de nos lois. Donc ça a dérangé la CNTG. Et comme ils ont dit dans leur déclaration, leur première déclaration, quand il a fait le point de presse, que c'est général Salifou, c'est une habitude de faire. Il peut parler de ça. Et suite à ça, on a été convoqué au palais du peuple. Le fait que le général Salifou s'est présenté contre lui, on a été convoqué par le CNT au palais du peuple. Ce jour-là, devant le président de la République,
il était question que toutes les structures syndicales et les représentants fassent un discours devant le président. Ça, c'est toujours en 2021? Toujours en 2021. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, ça, arrivé dans la salle, j'étais à côté du général Salifou, ils ont dit de faire la liste. C'est comme Amadou Kier, le président du mouvement syndical guinéen. Donc, on l'a autorisé de faire la liste des intervenants. Oui. Général Salifou m'a mandaté d'aller le voir pour qu'il mette son nom sur la liste des intervenants. Il a dit d'accord. Et Général Salifou n'était pas loin de lui aussi. Oui. Il a mis le nom de tous les autres secrétaires généraux, les PP, les dames Kadiatouba, les Abakar Souma, en tout cas de l'intersyndical. Et ceux-ci-là ne font pas partie de sa centrale. Nous qui sommes de sa centrale FSPE, il a carrément refusé de mettre le nom de Salif. Alors, général, Oui. on comprend les causes lointaines que vous êtes en train de rappeler tout à l'heure. Si vous voulez, je peux laisser les causes lointaines. Ça date de 2021. Là, on a ces informations parce qu'on sait que Salifou, en 2021, est le seul syndicaliste qui s'est présenté contre Amadou lors de ce congrès qui a été remporté par Amadou Diallo. Alors, effectivement. ce pourquoi Salifou est en prison aujourd'hui, Oui. commence de par son exclusion des instances de la CNTG. On parle d'une histoire d'audio. Que s'est-il passé? On parle Très d'audio. De quel audio s'agit-il? Merci. Donc, l'appel, selon la version de général Salifou, parce que je n'étais pas présent, et l'acte ne s'est pas passé au siège de la FSPE, ni au siège de la CNTG. C'est à une heure un peu tardive. D'autres me parlent de 20h, d'autres me parlent de 19h. Général Salifou qui a appelé la dame Haya Saram Fofana. Vous savez, la FSPE, nous avons nos partenaires à l'international. Chaque année, des fois, ils nous financent pour les formations. Ce sont nos partenaires-là qui ont envoyé un montant pour ces différentes activités. C'est Salifou qui a appelé Haya Saram. Ils se sont appelés, ils se sont dit ce qu'ils se sont dit. À la fin de leur entretien, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Comme c'était la nuit, la femme, l'épouse de camarade Salifou, a pensé que le général Salifou en train de parler avec d'autres filles dehors. Comprenez ce que je veux dire? Par la jalousie. Donc, elle s'est jetée sur son époux et le téléphone est tombé à terre. Haya Saran, constatant cela, au lieu d'éteindre le téléphone parce que ça ne le concernait plus, elle s'est permis d'engager l'enregistrement pour enregistrer tout ce que le général Salifou a dit dans cette bagarre avec sa femme. Donc c'est là-bas qu'elle a entendu des mots. Mais c'est une liaison très facile, Yamoussa Younoussa. Très facile. C'est une liaison très facile que vous faites là. L'enregistrement, comment ça s'est passé? C'est ça que je vous explique. Cet audio dont on parle, vous l'avez écouté? Oui, je l'ai écouté. Et la voix féminine qui est là-bas, ce n'est pas la voix de Haya Saran, hein. C'est la voix de sa femme, la femme de Salifou. Il faut bien réécouter, mon frère. Alors, comment comprendre aujourd'hui que, bien après, c'est-à-dire l'audition de mis en cause aujourd'hui, que votre général, c'est-à-dire que cet audio a été également écouté, comment comprendre qu'après tout cela, qu'il soit quand même placé sous mandat de dépôt? Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que syndicaliste, vous dénoncez un acharnement judiciaire tout court? Bon, honnêtement, Salifou allait être le premier à porter plainte parce que il a été enregistré contre son gré. C'est sa vie privée qui est mise à la place publique. Et c'est quelque chose qui s'est passé entre lui et sa femme. Aurait été moi, il devrait être le premier à porter plainte contre la dame Haya Saran. Comme il s'est abstenu en pensant que c'est une camarade à moi, et finalement Haya Saran a pris cet enregistrement, à le remettre à qui? Au général Amadou. Parce qu'elle sait bel et bien que le général Amadou allait danser contre le général Salifou. Si elle n'avait pas l'intention de l'abattre, si elle n'avait pas l'intention de lui créer des problèmes, au sein de la FSPE, nous avons des structures. Nous avons Yamoussa, c'est assez facile. C'est assez facile. Oui. Si l'intérêt, il n'y avait pas d'intérêt,
Comment se fait-il qu'elle se déplace de son gré pour aller remettre cet audio-là à Amadou Diallo? S'il n'y avait pas un intérêt, s'il n'y avait pas, c'est-à-dire anguille sous roche. Très bien, vous avez parfaitement raison, parce que la dame Haya Sarang aussi a été, s'est présentée contre le général Salifou aussi, en réponse par rapport à sa présence contre le général Amadou au congrès électif de la FSE, mais elle a été battue par le général Salifou. Si vous permettez, laissez-moi vous expliquer la rapidement, nous n'avons plus de temps, hein, Moussa Younusa. Rapidement, quelques mots. Quand elle s'est présentée, elle a échoué. Elle n'a jamais accepté d'appartenir à la nouvelle équipe de général Salifou. Et général Salifou est élu pour un mandat de 5 ans par les anciens Guinéens. Donc, elle-même, elle avait ces problèmes-là, ces petits soucis avec général Salifou. Elle a profité de l'occasion pour prendre ses échos sonores, aller présenter au général Amadou. Et général Amadou a envoyé, à travers sa secrétaire générale adjointe, général Sophie, une première invitation au bureau exécutif de la FSE et son général. Ça coïncidait au décès de nos collègues. Yeah. D'accord. On a dit qu'on ne pouvait pas répondre. Alors, camarade. La seconde convocation, ça coïncide à un lundi d'inspection dans les écoles. Alors, camarade. Oui. Camarade, si Salifou est aujourd'hui en prison, c'est que les négociations qui ont été, les médiations qui ont été entreprises par certaines structures syndicales et même par le Conseil national du dialogue social n'ont pas porté fruit. Comment ça s'est passé et comment son interpellation a eu lieu? Que risque-t-il aujourd'hui, entre autres des questions? Et que comptez-vous faire, éventuellement? Merci. En quelques mots, s'il vous plaît, quand général Amadou a brandi le ton, il a pris à la hâte les sanctions en excluant dans toutes les instances syndicales au niveau national et international, général Salifou, quelque chose qui est contraire à nos principes. Finalement, les gens se sont dit, on ne veut pas découdre avec général Amadou. Il faut passer par la médiation. Je vous dis que la liste est très très longue. Ouais. Commençant par le Kuntigui de la Basse-Côte, en personne a intervenu. Quand général Amadou a déposé sa plainte à la DPJ, pour un premier temps, Dame Saran Fofana a déposé sa plainte à la gendarmerie de Kalon. Kuntigui de la Basse-Côte a intervenu. Le premier imam a demandé pardon. Le médiateur, le président du Conseil national de dialogue social a intervenu. Les généraux de quelques centrales ont intervenu. Les femmes du bureau exécutif de la FSPO ont intervenu. La base, c'est-à-dire les secrétaires généraux à la base ont intervenu. Il n'a accepté le pardon d'aucun de ceux-ci. Donc finalement, il a continué. Il dit que vraiment, cette fois-ci, il va découdre avec Salifou. Alors, que comptez-vous faire pour finir? Non, mais c'est simple. Nous sommes à la justice. On ne peut pas se prononcer à la place de la justice. Alors, aujourd'hui, ils ont envoyé général Salifou en prison. Ils ont reçu. Amadou vient de dire à certains que c'était son plus gros rêve. Donc, ça, c'est réalisé pour lui. Vous savez, comme on le dit souvent dans nos langues nationales, la force, c'est une transition. Aujourd'hui, ça peut être chez toi. Demain, ça peut être chez quelqu'un d'autre. Alors, comment se porte-t-il en prison, puisque ça fait une semaine, depuis le jeudi dernier, il a été arrêté et conduit en prison. Comment se porte-t-il? Vous êtes un de ses lieutenants et vous êtes très proche de lui. Je suis très, très, très collé à lui. Tout le temps, je suis en contact avec son avocat et tout ce qui se passe. Et il a un moral au beau-fils. Il est prêt à affronter la justice. Lui, il pense que c'est son destin. On ne peut pas éviter le destin. Il va affronter. Mais les anciens, il prend en témoin l'opinion nationale et internationale de ce qui se passe. Parce que même nos partenaires internationaux sont informés. Mais laissez-moi vous dire, dans les conditions selon nos textes, la CNTG n'a aucune légitimité ni la légalité de mettre dans ses fonctions un élu des enseignants. Amadou même qui s'hasarde à prendre cette décision est un élu. Donc, il faut que les gens comprennent cela. C'est un acharnement. C'est une dérive syndicale. C'est une honte syndicale. Merci. Moussa Younusa Camara, responsable de la communication de la FSPE. Merci d'avoir répondu à notre question.
Merci à vous. Merci. Voilà, on passe à autre chose. En Côte d'Ivoire, je vous le disais, le tribunal de première instance d'Abidjan a ordonné ce mardi 22 avril la radiation de Tidiane Thiam, président du PDC-RDA, de la liste électorale. La juge a estimé que Tidiane Thiam a perdu la nationalité ivoirienne quand il a acquis celle française. Elle s'appuie sur l'article 48 du Code de la nationalité qui stipule qu'un Ivoirien majeur perd la nationalité ivoirienne au bout de 15 ans s'il acquiert volontairement une autre nationalité. Les avocats de l'ancien ministre ont tenté de prouver que leur client est né français et cette disposition du Code de la nationalité ne s'applique pas à leur client. Mohamed Loba. Il faut dire que c'est une décision qui est tombée quand même comme un coup de couperet sur la tête du président du PDCI aujourd'hui avec, tous les membres du bureau politique et notamment même des militants de cette formation politique aujourd'hui. Cette formation qui quand même s'avère comme, le principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire. Alors c'est une affaire qui cristallise les tensions entre légalité et légitimité politique en Côte d'Ivoire avec des risques de déstabilisation à l'approche d'un scrutin crucial pour, la démocratie ivoirienne. Le 22 avril, vous l'avez rappelé, 2025, la justice ivoirienne a ordonné la radiation de Tidiane Thiam, chef du principal parti d'opposition PDCI, de la liste électorale, le rendant inéligible par rapport à l'élection d'octobre 2025. Alors cette décision jugée définitive et sans possibilité, de recours, s'appuie sur des arguments juridiques jugés aujourd'hui, des arguments juridiques liés à la nationalité de l'acteur politique qui suscitent d'ailleurs des tensions, politiques majeures dans le pays. Vous allez effectivement parler ou demander des raisons juridiques par rapport à cette radiation. En attendant, on nous fait signe que nous aurons tout à l'heure au bout de fil notre invité du côté de la Côte d'Ivoire, honorable Basile Gaouli Dodo Junior. Il est cadre du RHDP, coalition de la mouvance présidentielle. Allez-y, Mohamed. Alors, vous avez commencé à rappeler, la justice s'est quand même appuyée sur, c'est-à-dire cette question aujourd'hui liée à la double nationalité de l'acteur politique. Donc, la Cour a invoqué l'article 48, comme vous l'avez signalé à l'entame de vos propos, de la nationalité ivoirienne datant des années, de 1960. Donc, selon lequel un Ivoirien majeur perd sa nationalité s'il acquiert volontairement une autre nationalité. Tidiane Thiam avait obtenu la nationalité, française en 1987, ce qui est très loin, il faut quand même le signaler, ce qui, selon le tribunal, a automatiquement entraîné, la perte de sa citoyenneté ivoirienne à cette date. Donc, ses avocats ont tenté le tout pour le tout de démontrer quand même qu'il était binational de naissance, donc via son père qui est, sénégalais, naturalisé ivoirien, et puis voilà, des liens familiaux avec l'ancien président, au fait Boigny. Bien. On nous apprend que, Mohamed, on reviendra beaucoup plus en profondeur, on nous apprend que nous avons en direct honorable Basile Gaouli Dodo Junior, il est cadre du RHDP, une coalition de la mouvance présidentielle. Honorable, bonjour. Bonjour. Merci, bonjour à tous. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes un cadre du RHDP, vous l'avez rappelé ici, mais vous êtes un ancien aussi du PDC-RDA, dont Tidiane Thiam est président. Alors, l'information est tombée hier, que Tidiane Thiam n'est plus électeur, encore moins éligible en Côte d'Ivoire. Comment vous avez accueilli cette information? Bon, écoutez, les gens ont toujours fait beaucoup d'amalgames. Ouais. L'amalgame, c'est qu'on mélange un peu le côté juridique et le côté politique. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que c'est la justice qui s'est exprimée, c'est le droit qui s'est exprimé. Ouais. Monsieur Tidiane Thiam, a été naturalisé français le 24 février 1987. Ouais. Le 24 février 1987, il y a un décret qui l'atteste. Ouais. Et puis, il a mis fin à son allégeance à la nationalité française le 19 mars 2025. Le 19 mars 2038 ans après. Ouais. Donc, il y a un décret qui l'atteste.
Pourtant, en Côte d'Ivoire, nous avons la loi, l'article 48, il y a le code de nationalité qui existe en Côte d'Ivoire depuis 1961, où faut être Boigny. Et l'article 48, en son alinéa 2, dispose qu'un Ivoirien majeur, qui a acquis une autre nationalité en dehors de la nationalité ivoirienne, perd automatiquement sa nationalité d'origine. Voilà, c'est clair. Ce n'est pas Alassane Ouattara, ce ne sont pas les cadres du RHDP qui le disent. C'est la loi, c'est l'expression de la loi. L'article 48 dit perd la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Oui, mais honorable, tout de même, Tidiane Thiam avait renoncé à sa nationalité française. Je crois, est-ce que cela n'a pas suffi pour qu'on le déclare inéligible à la présidentielle future à venir? Non, je vous comprends, ça ne peut pas suffire, c'est tellement récent. Et puis, dans cette période, c'est-à-dire que depuis qu'il a renoncé à la nationalité ivoirienne, il a acquis la nationalité française, jusqu'au 19 mars 2025, M. Tidiane Thiam a eu à poser des actes en tant qu'Ivoirien. Or, ce n'est pas possible. Il a eu à poser des actes en tant qu'Ivoirien. Il s'est inscrit sur la liste électorale en 2022 et c'est de façon illégale. Les avocats vous opposent que les avocats de Tidiane Thiam vous opposent que Tidiane Thiam est né français, binational. Donc binational. Donc cette disposition ne s'applique pas à lui. Non, ça c'est le rôle des avocats. Vous-même, vous savez, nos pays africains ne sont pas des républiques bananières. Il faut qu'on se respecte nous-mêmes. Il faut qu'on respecte les lois que nous nous sommes données. Ça, c'est normal. Ce sont les avocats qui parlent. Ça, c'est leur problème. Mais nous respectons la loi. Même s'ils ne sont pas tous juristes, nous respectons la loi de nos pays. Voilà. Et M. Thiam a eu à poser des actes en tant que Français. Or, la Côte d'Ivoire ne reconnaît pas la double nationalité. Et du coup, il va tout perdre. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la politique. Honorable. Parce que nous confondons tout en Afrique. Oui. Honorable Basile, Tidiane Thiam a été choisi comme candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire depuis décembre 2023. Et pourquoi c'est maintenant cette question de nationalité doit se poser? Mais c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont porté plainte. Mais voilà, vous savez qu'il y a eu une militante du PDCI, Mme Valérie Yapo, qui a porté plainte contre Thiam. Mais on pense que de l'autre côté, c'est une plainte suscitée quand même par la mouvance présidentielle. C'est ce qu'on vous dit. Mais est-ce que vous avez le don d'ubiquité pour rentrer dans les esprits des gens pour savoir si cette plainte a été suscitée ou pas? C'est la réaction du PDC-RDA. Oui, mais ça, c'est leur problème. Moi, c'est un parti que je connais. J'étais le porte-parole de ce parti. Je connais comment les choses se passent. C'est une réaction normale d'un parti aux abois. Ça, c'est clair. Ça, c'est une réaction normale d'un parti aux abois. Tidiane Thiam a menti à tous les militants du PDC-RDA qu'il pouvait être candidat, il n'a pas de problème. Et il a démontré par A plus B qu'il y a un problème. La loi et lui, le concerné qui prend la parole, quand même, dénonce un déni de justice, indigne d'une démocratie, qualifiant la décision, la décision du tribunal, quand même, d'éliminer un acteur politique majeur. Il dénonce également des manœuvres politiques. Qu'en dites-vous? Mais ça, c'est une réaction normale d'un candidat qui a des difficultés judiciaires. Ça, c'est une réaction normale. Moi, je n'ai pas de commentaire spécial à faire là-dessus. Il devait s'en prendre à lui-même. Il devait tout faire avec... Bien. Honorable Basile Gaouli Dodo Junior, il est cadre du RHDP. Allez-y. C'est ça, exactement. Oui. Là, je continue. Hein. Oui, on vous entend. Voilà. Donc, il devait donc s'en prendre à lui-même. Ce ne sont pas... ce qu'il dit, il est en train de pleurer, mais c'est déjà tard. C'est la loi qui est en train de s'exprimer.
C'est la loi qui est en train de s'imposer. Il faut que nos républiques, nos pays commencent à faire en sorte que les individus qui viennent ici respectent nos lois. Il faut commencer par nous-mêmes. C'est difficile, c'est dur, mais il faut l'accepter. Parce que c'est la loi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette décision, quand même, disons, de radier Tidjane Thiam de la liste électorale ne pourrait pas ou ne va pas éventuellement entraîner quand même des tensions politiques? Il n'y a aucune tension. Les gens vont parler. La Côte d'Ivoire continue de prospérer sous Alassane Ouattara. Il n'y aura aucune tension et les choses vont se passer très bien. Les gens vont s'exprimer. Mais en même temps, je vais vous dire, j'ai vous fait une révélation. Moi, je suis un ancien du PDCI. Il y a des gens qui ont pété des bouteilles de champagne hier nuit. Quand ils ont appris que Tidjane Thiam n'est plus là. En guise de quoi? En guise de quoi? Ah, mais ils étaient heureux de savoir que ce monsieur qui est venu leur mentir n'est plus dans leur affaire. Bien. Alors, plus loin, honorable, plus loin, puisqu'on parle de ce cas spécifique de Tidjane Thiam, mais il y a des cas antécédents, par exemple. Nous avons Charles Blé Goudé, qui n'est pas éligible, non plus électeur, mais aussi l'ancien président Laurent Gbagbo aussi, qui se retrouve dans la même situation. Et Guillaume Soro. Éventuellement Guillaume Soro aussi. Alors, comment analyser tout cela, comment peser tout cela au niveau de la mouvance présidentielle quand on sait très bien que l'histoire politique de la Côte d'Ivoire aussi est jalonnée quelquefois par des crises? Écoutez, tous ceux dont vous venez de parler, ils sont sous le coup de certaines lois. C'est clair. C'est clair. Monsieur Gbagbo a été gracié. Et quand on est gracié, on ne perd pas totalement toutes ses peines. Il n'a pas été amnistié, il a été gracié. Ainsi de suite, ainsi, bon, il y a certains qui sont poursuivis. Nous parlons en termes de loi. Nous ne sommes pas dans le sentimentalisme. La loi, elle est là, il faut la respecter, c'est tout. C'est ce que nous demandons. Alors, voilà. On a de la paix. En 2000, attendez, je vais vous revenir. Je vais rafraîchir la mémoire de certaines personnes. En 2000, le président Alassane Ouattara a été radié de la liste, il a été empêché d'être candidat, au même titre que le président Henri Konan Bédié et certains militants du PDCI. M. Laurent Gbagbo était seul avec Guy Robert à être là. On a radié, ils ont été exclus de la liste électorale, ils ont été exclus de la liste des candidats qui devaient compétir, mais ça n'a pas mis le feu à la Côte d'Ivoire. C'est tout. Exclus au nom de la loi, n'est-ce pas? Oui. C'était au nom de la loi. Oui, c'était selon eux, c'est au nom de la loi. Bien. Selon eux. Ceux qui l'ont fait en 2000, selon eux, c'était au nom de la loi. Nous sommes dans le même schéma. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, de l'autre côté, ils ont la légitimité aussi de réagir comme ça. On n'est pas du tout dans le même schéma. Bien. Non, on n'est pas du tout dans le même schéma. Oui, ici, dans le cas d'espèce, c'est tellement clair. Vous-même, vous comprenez. Vous êtes journaliste. Quelqu'un qui renonce à une nationalité, il a renoncé à la nationalité ivoirienne. Il a pris une autre nationalité. Et le code de nationalité de son pays est clair là-dessus. Si tu es ivoirien majeur et que tu prends une autre nationalité, tu perds automatiquement ta nationalité d'origine. C'est des choses qui sont claires. Pourtant, est-ce qu'on a besoin de ce débat dessus? Pourtant, ces avocats disent le contraire. Ces avocats disent qu'il est né binational, c'est-à-dire français et puis voilà, ivoirien. La dernière question. Ce sont des menteurs. Bien. Parce que ces avocats, ce sont des menteurs. Vous me connaissez, vous allez me connaître, ce sont des menteurs. Le monsieur Thiam, le père de monsieur Thiam, a été naturalisé. Il est d'origine sénégalaise. Il a été naturalisé ivoirien en 1962. Bien. Vous voyez, il a été naturalisé en 1962. Monsieur Thiam est né en juillet 1962. Honorable Basile Gaouli Dodo Junior, cadre du RHDP. C'est Gwali. Gwali Dodo Junior, cadre du RHDP. Je crois que nous sommes pris par le temps. On aurait bien voulu aller au-delà. Merci pour votre disponibilité. On reviendra vers vous dès que possible. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci encore une fois. Et voilà, nous allons tout à l'heure aussi essayer de joindre notre confrère Fernand Dédé, journaliste indépendant basé du côté d'Abidjan, en attendant Yamoucha Seck. Et oui, on a suivi cet honorable, ce cadre du parti RHDP, mais ce qu'on comprend et ce qu'on n'a pas
ce qu'on n'a pas entendu dire, c'est que depuis 2000, le scénario, c'est le même scénario, parce qu'il a pris l'exemple sur l'actuel président de la Côte d'Ivoire, qui a été aussi écarté en 2000 par Laurent Gbagbo, l'ancien président. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les présidents se cachent derrière la loi pour des raisons aussi inavouées, pour mettre à l'écart ou déclarer inéligibles, je vais dire, des candidats aux élections qui peuvent leur causer problème. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que pour son quatrième mandat, justement, Alassane Ouattara laisse planer de suspense, de doute. Il ne s'est pas encore prononcé, il n'a pas dit ce qu'il faut. Mais on a vu avec cet écartement de tous les acteurs politiques clés de la vie politique ivoirienne, les Laurent Gbagbo et autres, vous les avez cités tout à l'heure. Et donc, qui sera maintenant candidat potentiel ou candidat de taille face à un président au pouvoir depuis plusieurs années? Et donc, c'est la question que se pose. Alors, si on a fêté cette information selon laquelle Tidjane Cham n'est plus éligible à la présidentielle prochaine en octobre, je crois. Justement. Et je pense que même en Côte d'Ivoire, au sein de certains partis, ça fait leur affaire. Est-ce qu'il y a des partis qui voulaient cela? Parce que c'est pas seulement... Il faut comprendre que c'est une affaire interne qui a conduit à toute cette histoire. Aujourd'hui, Tidjane est mis à l'écart et on dit qu'il n'a aucune possibilité de revenir de la partie parce que la décision qui a été prise par la justice n'est pas susceptible de recours. Et donc, l'homme n'a des yeux pour le moment que de pleurer. Lui l'a dit tout à l'heure, c'est honorable, qu'il ne peut s'en prendre à lui-même. Mais si c'est depuis l'an 2000 et jusqu'à maintenant, c'est le même scénario. Donc, c'est devenu quelque chose pour les Ivoiriens. Dès qu'on veuille vous mettre à l'écart, c'est qu'on cherche de peau sur des crânes rasés. Et donc, si c'est comme ça, il y a des problèmes parce que vous connaissez, de par le passé, l'histoire politique de ce pays. Donc, on a vraiment des craintes aujourd'hui. Si tous ces acteurs politiques se retrouvent à l'écart pour une élection présidentielle qui se veut inclusive, donc il va y avoir de problèmes. Si on a en face de nous personne, si on est en face de nous des gens qui ne peuvent pas se mesurer à nous pour aller aux élections, on pense que c'est une manière de défricher le chemin pour Alassane Ouattara, qui laisse encore planer de doutes sur son projet de candidature. Merci. On nous apprend que nous avons en direct depuis Abidjan Fernand Dédé, notre confrère, journaliste indépendant basé à Abidjan. Fernand Dédé, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, on le disait tantôt, Tidjane se voit privé de sa nationalité ivoirienne. Avant lui, il y a eu d'autres aussi poids politiques comme l'ancien président Laurent Gbagbo, mais aussi l'ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, mais aussi Guillaume Soro aussi de l'autre côté. Alors, tout cela mis sur table aujourd'hui, comment de loin vous analysez cette situation en Côte d'Ivoire? Écoutez, la justice n'a pas encore tranché. Vous êtes là, Fernand Dédé? Fernand Dédé, journaliste indépendant basé depuis Abidjan. Vous êtes là? Mohamed, on continue. En attendant, face au droit, puisque c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui, face au droit, nous avons une réalité politique aujourd'hui qui saute aux yeux.
Ouais, et c'est l'histoire qui se répète. Une réalité politique qui saute quand même aux yeux, parce qu'aujourd'hui, il y a des partisans quand même du parti au pouvoir et qui voient, c'est-à-dire une victoire vis-à-vis de ce qui se passe, ou une simple sanction vis-à-vis d'une nationalité assez, c'est-à-dire controversée. De l'autre côté, vous avez des acteurs politiques qui voient quand même l'élimination d'un homme politique qui s'avérait quand même en sérieux, disons, rival à la candidature, potentielle candidature d'Alassane Ouattara. On reviendra tout à l'heure vers vous, Mohamed. Mais en attendant, Fernand Dédé, encore au bout de fil. Bonjour, Fernand. Oui, j'étais en train de dire que effectivement la connexion est un peu difficile entre Abidjan et Conakry. Justement. Je suis en train de dire que la justice ivoirienne a tranché sur la qualité pour Tidiane Thiam de figurer sur la liste électorale en estimant qu'à la date de son inscription, il était encore sous la double nationalité française et ivoirienne. Et par conséquent, elle a donné droit aux requêtes des requérants qui ont estimé qu'il ne méritait pas d'être sur la liste électorale. Évidemment, cela pose un gros problème. Dénier la qualité à Tidiane Thiam, c'est un peu dénier la nationalité, c'est un peu agresser ouvertement le système Houphouët-Boigny, puisque le président Houphouët-Boigny l'a clairement dit avant son décès que ses véritables héritiers, c'était justement les enfants Thiam. Et aujourd'hui, le RHDP, qui est le parti des Houphouëtistes, dénier la nationalité à un des petits Houphouët-Boigny, qui a été en Côte d'Ivoire un fleuron de ce qu'on peut considérer comme l'excellence, parce qu'on l'a vu ici passer son baccalauréat, on l'a vu ici entrer, il a été reçu par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, félicité comme tel, comme l'un des meilleurs en 82, ensuite rentré en Polytechnique. C'est un esprit brillant. Une sommité. Qui est parti en Hexagone, qui est parti apprendre comme on le demande, et qui souhaitait revenir aujourd'hui après son expérience, ses acquis à son pays, et qui se voit ainsi freiné dans l'élan. Cela pose un gros problème pour tous ces jeunes africains qui partent à l'extérieur à acquérir la connaissance et qui ont du mal à réintégrer leur pays d'origine. Alors, monsieur Dédé, est-ce que c'est pas l'exil qui joue aujourd'hui ou qui rattrape Tidiane Thiam quand on sait qu'il a passé plus de 2 décennies à l'étranger? Écoutez, cela peut se justifier ainsi, rester trop longtemps. Il est quand même parti depuis 1999. Il a été ministre du Plan, directeur général du Bureau national des études qu'on appelle aujourd'hui les grands travaux, le bureau d'études qui coordonne tous les grands travaux en Côte d'Ivoire. Donc c'est quelqu'un qui est très bien connu. Maintenant, est-ce que le fait d'être resté trop longtemps lui permet de ne pas être ivoirien? C'est une équation complexe. Évidemment, quand on ajoute cela à l'ambiance générale en Côte d'Ivoire, la politique générale, avec l'exclusion sur la liste électorale, la radiation de Laurent Gbagbo, de Blé Goudé, de Sorodium, la justice a prononcé la perte des droits civils et politiques pour 2 autres opposants proches de Laurent Gbagbo, du parti de Laurent Gbagbo. Ça fait beaucoup, ça alourdit l'ambiance, les nuages s'amoncellent dans le ciel ivoirien, la seule politique ivoirienne. Alors aujourd'hui, le contexte politique des enjeux électoraux, c'est-à-dire quand même, s'avère assez controversé parce que cette exclusion s'inscrit dans un climat où plusieurs figures, Yaya le rappelait tantôt, de l'opposition, notamment Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé, ont déjà été écartés pour des raisons judiciaires, réduisant la pluralité quand même du scrutin. Aujourd'hui, il y a le PDCI qui dénonce une instrumentalisation de la justice par le RHDP et parti au pouvoir pour conserver le contrôle politique. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, malheureusement, la présidentielle 2025, on est à 6 mois, on n'est pas sûr, on ne connaît même pas les candidats qui sont susceptibles d'être
sur le départ, parce que même le parti au pouvoir, le parti du président Alassane Ouattara, avait prévu d'organiser son congrès au mois de mai, à la mi-mai, pour désigner officiellement son candidat. Il a dû reporter ce congrès au mois de juin. Ça montre une certaine fébrilité. Cela a de quoi inquiéter tout le monde. Et l'environnement politique, là maintenant, avec Tidiane Thiam, avec Laurent Gbagbo qui ne recule pas, avec Blé Goudé qui ne comprend pas qu'il a été acquitté par la CPI pour toutes les charges portées contre lui par le pouvoir et qui est condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire. Il ne comprend pas, Laurent Gbagbo encore moins. Et donc, oui, l'environnement est très, très, très pollué politiquement. Au niveau du pouvoir, on parle de l'application de la loi, de droit. La loi est dure, mais c'est la loi. Au niveau de l'opposition, évidemment, on est vent debout et cela inquiète l'opinion publique nationale et même internationale, évidemment. Alors Fernand, aujourd'hui, quand même, il y a des conséquences, disons, qu'on pourrait peut-être éviter, mais quel pourrait être l'impact véritable sur l'élection d'octobre prochain? L'impact est immédiat. Est-ce que l'opposition, parce que ce qu'on observe aujourd'hui, quand on a vu la réaction immédiate de Tidiane Thiam, c'est sa détermination. Il a dit qu'il n'acceptera pas sa radiation. Maintenant, cela signifie quoi? Quelle méthodologie, quelle pratique, quelle méthode va-t-il utiliser? On a Laurent Gbagbo qui n'est pas d'accord, qui a dit si eux ne veulent pas aller aux élections, nous voulons aller aux élections, et donc il faut intégrer son nom sur la liste. On ne sait vraiment pas, j'avoue que le marigot politique ivoirien fait peur aujourd'hui. On ne sait vraiment pas où on va, on y va quand même. Le président Alassane Ouattara a rassuré dans ses prises de position publiques. Il a dit que l'élection se passerait très très bien, de façon transparente, mais avec tout ce problème que nous connaissons, on a de quoi être inquiet, surtout que la CEI, qui doit organiser les élections, est aujourd'hui objet de toutes les critiques. L'opposition s'est retirée des commissions. La CEI reconnaît elle-même qu'il y a effectivement des failles, des insuffisances sur la liste, parce qu'effectivement, on a des personnes qui étaient inscrites dans un lieu de vote et qui n'ont pas demandé à être, par exemple, inscrites ailleurs dans un autre bureau, mais qu'on retrouve dans ces bureaux, comme s'il y avait une espèce de manipulation des listes. Il y a beaucoup de problèmes à régler et on n'a que 6 mois devant nous pour régler tous ces problèmes qui auraient dû l'être en 5 ans. Alors, est-ce que Dédé, c'est possible de penser que toutes ces radiations peuvent peser sur la date indiquée pour la présidentielle en octobre? Ce serait la pire des choses qui puisse arriver à la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est en train de rentrer dans la régularité électorale depuis 2010. On a eu les élections en 2015, même en 2020. Malgré le bottom tactique, malgré la création du Conseil national de transition patronné par le président Rikonan Bédié, on a quand même eu les élections en 2020. Il serait bien qu'en 2025, à la date indiquée par la Constitution, il y ait une élection, de sorte que on régularise les élections locales qui se tiennent tous les 5 ans pour que la Côte d'Ivoire rentre dans une espèce de régularité électorale et qu'on le sache tous les 5 ans. Le problème, aujourd'hui, si on doit déplacer la date, on rentre à nouveau dans les conseils de transition, on doit encore rentrer dans les gouvernements d'union nationale et ça va compliquer davantage la tâche dans un contexte déjà explosif. Alors, face au regard de ce schéma que vous décrivez, vous avez décrit un schéma, l'histoire politique ivoirienne, elle est connue. Est-ce que ce schéma dont on a connu ne risque-t-il pas de se répéter, l'histoire? Malheureusement, c'est là la grosse interrogation pour nous autres observateurs, parce qu'on a connu le président Alassane Ouattara qui a énormément souffert justement de sa nationalité. On l'a pratiquement poussé à bout, on l'a pratiquement poussé dans les cordes, on l'a poursuivi devant les tribunaux. Et moi, j'ai couvert pratiquement en 98, 99, à partir de 94. C'était pratiquement tous les jeudis qu'on devrait se retrouver au parquet pour les conférences du procureur sur la prétendue prévalence de la nationalité d'Alassane Ouattara.
il a connu cela et on pensait ne plus jamais sous son régime avoir à connaître ces faits. Et malheureusement, c'est sous le magistère du président Ouattara, sous le gouvernement son gouvernement, qu'on redécouvre malheureusement ces faits. Et c'est ça qui était un peu gênant de voir qu'en allant souffrir, on sait ce qu'il fallait faire pour ne plus connaître ces problèmes. Ouais. Marcoussi a agi sur la Constitution. L'article 35 a été modifié par Marcoussi justement pour éviter ces problèmes-là. Ouais. Malheureusement, on se rend bien compte que la haine est encore dans les cœurs, les esprits sont chargés et les parkings partisans continuent d'être très très étanches. Alors Alassane Ouattara, lui, s'est pas encore prononcé s'il va partir pour son 4e mandat ou pas. Comment s'explique aujourd'hui ce silence du président Ouattara sur la chaîne politique ivoirienne? En 30 mots. C'est un silence très très lourd. C'est un silence très très lourd. Il a juste donné un indice. Il dit qu'il est en très bonne santé, qu'il est prêt à servir la Côte d'Ivoire. Est-ce que cela suffit pour poser le pied pour le 4e mandat? Il y a beaucoup de spéculations autour de lui. Certains pensent qu'il va faire la passe à l'un de ses proches. D'autres pensent qu'il va y aller, quitte après en milieu de mandat, céder totalement le côté. Il y a beaucoup de spéculations. Et son silence, évidemment, sur la question est très, très lourd et pesant. Merci, Fernand Dédé, journaliste indépendant basé depuis Abidjan. Merci pour votre éclairage. Merci à vous. Merci. Nous observons une courte pause et on revient pour continuer le débat. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Cavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Cavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement.
CaviTV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. CaviTV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. CaviTV, regardez la lumière. CaviTV, la télé du développement. C'est parti pour 30 minutes de débat et c'est la dernière ligne droite de cette émission. Merci de votre fidélité. Vous nous suivez depuis Abidjan, la capitale ivoirienne. Vous nous suivez aussi à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Merci de votre fidélité. Je vous le disais à l'entame de cette émission, Burkina Faso, le ministre de la Sécurité a révélé qu'une tentative de déstabilisation du gouvernement a été récemment déjouée par les services de sécurité du pays. Selon les autorités burkinabées, un complot visant à attaquer le palais présidentiel le 16 avril dernier a été mis en échec. Des responsables religieux et coutumiers auraient été sollicités pour convaincre certains officiers de l'armée de participer à cette opération. Cette tentative, selon le gouvernement, serait l'œuvre d'officiers et de soldats déserteurs qui se trouveraient désormais en fuite, principalement en direction de la Côte d'Ivoire, où ils auraient établi leur centre d'opération. Que s'est-il passé au Burkina Faso? Analyse à suivre avec Lamine Traoré depuis Ouagadougou. En attendant d'avoir notre confrère depuis Ouagadougou, Yam Sachek, nous suivons déjà ce qui se passe au niveau du Burkina Faso depuis la semaine dernière d'ailleurs, où une tentative de coup d'État a été annoncée, mais le gouvernement nous apprend que cette tentative a été déjouée. Alors, un grand complot dans le but de s'aimer un chaos total dont les meneurs se baseraient en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ont annoncé les autorités militaires au Burkina Faso lundi dernier, je crois bien, indiquant avoir déjoué un coup d'État contre le pays. La junte au Burkina a plusieurs reprises, je veux dire, accusé la Côte d'Ivoire d'abriter ses ennemis, et les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire, a indiqué le ministre burkinabé de la sécurité, Mahamadou Sana, qui a annoncé ce complot à la télévision nationale le 21 dernier. Selon lui, la manœuvre devait aboutir selon le plan des comploteurs terroristes le mercredi 16 avril 2025 à un assaut sur le palais présidentiel du Burkina Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. C'est lui qui parle. Mahamadou Sana a cité nommément au commandant Johanny Compaoré et le lieutenant Abdrahman Bari, qui sont tous des déserteurs et seraient en fuite vers la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il faut ajouter, Yahya, tout à l'heure, vous l'avez rappelé, c'est que l'autre face de l'iceberg, c'est l'implication cette fois-ci des chefs religieux ou coutumiers qui ont été cités. Selon le ministre burkinabé de la sécurité, ces chefs coutumiers qui auraient été contactés par l'extérieur afin de convaincre, selon lui, des officiers au sein de l'armée pour pouvoir fomenter un coup d'État. Et donc,
le pouvoir de Ouagadougou, c'est pas limité seulement à une déclaration de complot ou de coup d'État en perspective. Il est entré en action puisqu'il y a eu des interpellations, des arrestations au sein des forces armées burkinabées justement. Yeah. Des interpellations, certains officiers ont été relevés de leurs fonctions et parmi ces officiers, on a cité Frédéric Ouedraogo, ex-commandant du bataillon de la justice militaire. Lui, il est magistrat. Un autre officier également, le capitaine Élisée Tassembebo, commandant du groupement des forces de sécurité du secteur nord basé à Ouarigouya. Et tout ça, c'est pour vous dire combien de fois le complot déjoué a été considéré vraiment comme un coup d'État qu'on a empêché à Ouagadougou. Donc cette histoire de tentative de coup d'État, vous allez tout simplement comprendre qu'à Ouagadougou, c'est une histoire répétée parce que ça ne commence pas le 21 dernier. Et donc, cela compromet aujourd'hui des relations entre la Côte d'Ivoire, puisqu'à tout moment c'est la Côte d'Ivoire qui est citée, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Bien, l'histoire qui semble se répéter au niveau du Burkina Faso, mais en attendant, nous avons un bout de fil. Lamine Traoré, depuis Ouagadougou, il est journaliste indépendant. Bonjour Lamine. Oui, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, on le disait tantôt, depuis plus d'une semaine, des soubresauts, qu'on assimile à une tentative de coup d'État se passe au Burkina Faso, une tentative déjouée selon les autorités burkinabées. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oui, je pense que bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Guinéens. Voilà. Alors, disons que lui qui est sur le plateau, le confrère qui est sur le plateau a bien fait le ramassis de la situation. Voilà, donc je ne vais pas revenir là-dessus. C'est bien résumé. C'est en quelque sorte ce que le ministre de la Sécurité, Mamadou Sana, a fait. Et donc, il a bien ramassé la situation, en tout cas. Voilà. Nous sommes, malheureusement, on le dira ainsi, si on s'en tient, en tout cas, tout ce qui a été dit, tout ce que les autorités disent depuis maintenant, il faut dire, depuis maintenant plusieurs temps, depuis plus d'un an, nous vivons dans une situation de sans paix, ni paix ni guerre, on va le dire ainsi, parce que ça, toujours les tentatives de coup d'État, vous l'avez aussi signifié, c'est toujours répété ici, et bon, les acteurs ont toujours été aussi les mêmes, notamment le pays voisin, la Côte d'Ivoire, qui est cité par les autorités, qui est cité par Ouagadougou, en complicité avec l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, mais aussi l'ex-puissance coloniale, la France. Voilà un peu la situation qui se passe, et nous sommes dans ça, et bon, au Burkina, ce n'est plus un secret, et vous savez, je peux vous le dire, c'est pas tout ce qui c'est pas tous les pushs manqués qui sont annoncés par les autorités. Selon en tout cas mes sources au sein du gouvernement burkinabé, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs complots qui sont déjoués, mais bon, qui ne sont pas forcément révélés au grand public. Voilà, donc voilà, qui ne sont pas donc révélés au grand public au point de lasser les gens, mais ils en font, voilà, les gens essaient que ce soit des militaires, des civils, essaient donc d'attenter donc aux institutions de la République ici à Ouagadougou. Voilà, donc des sources gouvernementales en tout cas sont claires là-dessus. Voilà un peu la situation. Alors, selon nos informations, les conspirateurs quand même comptaient également lancer des attaques terroristes simultanées dans plusieurs régions pour détourner l'attention des forces de sécurité. Aujourd'hui, au-delà de ce que vous venez de dire, comment se trouve, quel est le climat aujourd'hui quand même qui prévaut dans certaines régions notamment réputées quand même abriter ces terroristes?
Oui, on va dire, véritablement, on ne sent pas grand-chose. Nous, c'est vraiment la tranquillité ici. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que je vais dire? Votre question, c'est bien difficile à répondre, mais je vais dire, en tout cas, on n'a pas de situation délétère ici. Ce qui est là, c'est que là, il faut reconnaître que nous sommes dans une situation d'insécurité. Et donc, des BIR, donc des bataillons d'intervention rapide sont créés dans toutes les localités, qui ont quadrillé en tout cas plusieurs localités du Burkina, des localités qui sont en tout cas sous le joug des terroristes. Et c'est ce qu'on sait et on ne sait pas plus que ça. Alors, quelles sont les dernières nouvelles aujourd'hui par rapport aux différentes arrestations, notamment des présumés conspirateurs? Oui, c'est ce qu'on a aussi, c'est ce que vous avez su bien dire, c'est ce qu'on sait, mais on sait aussi que voilà, toutes les arrestations ne seront pas donc communiquées au grand public. Et c'est clair que pour un complot, ce sont les cerveaux qui ont été cités par le ministre de la Sécurité, mais on imagine clairement que des arrestations, vous savez que il faut bien sûr, en la matière, il faut de l'opérationnel, il faut donc des soldats. Donc, on imagine qu'il y aura donc véritablement des arrestations, il y a beaucoup d'implications. Ceux, en tout cas, qui sont sur le territoire burkinabé seront clairement donc appréhendés et nous savons que les services de renseignement qui continuent de faire échec à toutes ces tentatives de déstabilisation depuis maintenant septembre 2023, vous savez, donc continue de des interpellations, on le sait clairement, tout ne sera pas porté au grand public, à part donc les présumés auteurs, les présumés cerveaux donc de ce énième complot raté ont été donc arrêtés, comme annoncé par le ministre de la Sécurité, mais des arrestations clairement sont en cours et vous savez aussi en la matière, c'est militaire, donc c'est bien fermé. Ça va être difficile donc que nous ayons accès donc à ces informations. Alors Lamine, je disais tantôt que le Burkina et les complots ou les tentatives de coup d'État, c'est une histoire répétée, mais ce qu'on ne comprend pas depuis 2022 avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, jusqu'à date, c'est souvent à chaque complot, à chaque tentative de coup d'État, c'est la Côte d'Ivoire qui est citée. Oui. Pourquoi la Côte d'Ivoire qui est citée? Oui, pourquoi la Côte d'Ivoire? Pour une ou deux choses. La première chose, on sait, rappelez-vous quand le lieutenant-colonel qui a été renversé donc par le capitaine Ibrahim Traoré, du temps, donc des 8 mois qu'il a pu faire au pouvoir, il s'était rendu donc à Abidjan pour rencontrer Alassane Ouattara. Il avait montré une certaine proximité avec Abidjan, le lieutenant. Donc déjà, quand il y a ces nouvelles autorités, quand donc les gens regardent Abidjan avec le coin de l'œil, ça peut être la première explication qui n'est pas, qui est une explication bien légère. Mais surtout, ce qui peut être important pour Abidjan toujours, rappelez-vous et souvenez-vous, c'est que Ouagadougou cherche un certain nombre donc, de personnes impliquées dans soit des tentatives de déstabilisation, soit dans des actes liés au terrorisme, mais qui se retrouvent dans ce pays voisin, à Abidjan. Donc la majeure partie, il y a plusieurs personnes qui sont donc recherchées par les autorités ici, mais qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. Donc cela fait que Ouagadougou estime que Abidjan serait donc cet endroit. D'ailleurs, ça a été dit dans d'autres complots passés qu'il y a tout un centre des opérations qui a été érigé pour donc attenter, pour déstabiliser les institutions de la République ici au Burkina Faso. Donc c'est clair que ça rend délétère les relations entre ces deux pays. Et vous savez aussi, il y a eu il y a des questions de violation de frontières de ça et là. Ouagadougou avait mis la main sur deux gendarmes
ivoiriens qui avaient donc violé le territoire. Ainsi de suite, de l'autre côté aussi, des militaires, des soldats burkinabés avaient été donc appréhendés par Abidjan. Ainsi de suite, il y a donc un climat, en tout cas, de méfiance entre ces deux pays, et surtout Ouagadougou reste sur ses gardes. Et Ouagadougou estime que Abidjan, qui est un bon élève de la France, aujourd'hui des questions de souveraineté, de lutte contre l'impérialisme, ne sont pas forcément donc la tasse d'été d'Abidjan, du président actuel. Donc voilà, tout ça réuni fait que Abidjan est toujours cité par Ouagadougou. Il n'y a pas que Abidjan, il y a aussi le Bénin qui est souvent cité, Patrice Talon, qui serait aussi le bon élève pour ceux qui luttent contre l'impérialisme estiment que bon, Talon ne fait pas aussi. La nouveauté cette fois-ci, c'est que la CEDEAO est aussi accusée d'être impliquée dans ce coup d'État déjoué. Oui, la CEDEAO est impliquée, parce que vous savez, ça a toujours été dit, je le disais tantôt, la CEDEAO est aussi considérée. D'ailleurs, c'est ce qui explique le retrait donc irréversible de ces trois pays-là, de l'organisation sous-régionale qui, au passage, il faut le dire, est un sommet extraordinaire à Accra en ce moment, un sommet qui a commencé depuis hier pour justement évaluer donc la sortie donc de ces trois pays-là. Voilà. Donc, la CEDEAO est taxée d'être aussi une organisation à la solde donc de l'impérialisme, une organisation à la solde de la France qui ne profite pas aux Africains, qui a laissé, qui ne fait plus, en tout cas, c'est pourquoi elle a été donc créée. Voilà, donc c'est clair que c'est une organisation aussi qui est donc soupçonnée par Ouagadougou, et naturellement elle sera citée. Alors, il y a la réalité du terrorisme dont on sait très bien, du terrorisme qui touche généralement le nord du pays. C'est un autre facteur aussi d'insécurité au niveau du Burkina Faso. Dites-nous aujourd'hui comment l'État parvient effectivement à canaliser tout cela et à contenir ces mouvements terroristes. Oui, disons-le, plusieurs opérations sont engagées depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Vous savez, quand on commence à évaluer un certain nombre de choses, à avancer un certain nombre de chiffres, surtout nous journalistes, on est soit taxé d'être pro-pouvoir ou anti-pouvoir, ce qui est malheureux. Mais ce qui est factuel et ce qu'on sait, c'est que depuis l'arrivée donc du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, nous sentons, c'est une observation vraiment qui est, comme je l'ai dit, c'est factuel. On constate un engagement en tout cas à lutter comme ce phénomène. D'ailleurs, c'est ce qui fait que il a pris le pouvoir. On a constaté un recrutement massif donc de supplétifs de l'armée. Donc, ce sont des volontaires pour la défense de la patrie. Et il y en a, ils sont recrutés par milliers pour donc faire face et pour juguler en fait la crise terroriste. Il y a l'équipement, ça c'est un volet très important. On sent l'équipement de l'armée, des avions sont achetés, des drones sont achetés, des équipements opérationnel est acheté au profit donc de l'armée. Donc on sent et au-delà de ça, il y a une certaine réorganisation, comme je vous l'ai dit. Il y a au moins près d'une trentaine de BIR qui ont été créés. Donc ce sont des bataillons d'intervention rapide qui sont positionnés à des zones jugées en tout cas dangereuses ici au Burkina Faso. C'est un peu partout, donc une trentaine. Vous savez, un bataillon d'intervention rapide compte un peu plus de 1000 personnes, un peu plus de 1000 soldats. Donc, il y a beaucoup de réformes qui sont opérées au sein de l'armée. Il y a une certaine discipline, il y a un certain engagement qu'on constate, qu'on sent. Et c'est clair que donc on se dit que la situation sécuritaire aujourd'hui, c'est le point principal. Il y a un engagement en tout cas au niveau des autorités à faire face. Et la situation, plus ou moins, on pourra le dire, est clairement maîtrisée par les autorités. D'autres vous diront que la réalité terroriste elle est interne, donc la solution doit être aussi interne. Qu'en dites-vous?
Oui, bien sûr. Vous savez, en la matière, il faut... beaucoup d'analystes et de spécialistes disent que, vu que c'est une guerre asymétrique, il va falloir donc prendre tout cela avec une dimension holistique, avec... voilà, et ne privilégie pas forcément la solution militaire, donc qu'il va falloir joindre le dialogue, la négociation donc sur la table. Et ces gens qui défendent cette position disent que toutes les guerres finissent en tout cas autour d'une table. Mais je pense que les autorités burkinabées ont privilégié le combat militaire, donc la solution militaire. Le rapport de force. Parce qu'elles disent, les autorités disent qu'on ne sait pas qui nous attaque, c'est pas une guerre conventionnelle. Ce sont des terroristes, nous n'avons pas à négocier avec excusez-moi du terme, des voyous, des bandits. Ce sont des terroristes, ils doivent être combattus. Maintenant, c'est clair que derrière, il y a tout un dispositif que le gouvernement a mis en place pour ceux qui veulent donc laisser les armes et rejoindre donc la patrie, parce qu'il faut le dire, ce sont donc à la limite des Burkinabés donc qui attaquent les Burkinabés. C'est un peu c'est ce qu'il faut comprendre. Donc ceux qui veulent bien arrêter, il y a un numéro vert qui est donc logé à la présidence de la République, à la présidence du Faso, pour donc appeler et dire nous arrêtons et tout. Voilà. Mais au-delà de ça, les autorités actuelles, leur vision, c'est combattre. C'est au plan militaire qu'on gagnera donc cette guerre. Et c'est ce qui est en train de se mener. Alors Lamine, aujourd'hui, ces différentes, disons, déstabilisations en cascade, parce que ce n'est pas une première, déjouée à chaque fois. Est-ce qu'aujourd'hui le Burkina ne serait-il pas quand même victime, disons, de son rapprochement quand même vis-à-vis de la Russie? Ouais, on pourra le dire. C'est une question de positionnement, une question de diplomatie, de géopolitique. C'est clair que tel que Ouagadougou s'est lancé dans son combat contre l'impérialisme en se cartant de la France, donc l'ex-puissance coloniale, et en se rapprochant davantage de Moscou, mais aussi des pays comme la Turquie, comme l'Iran, comme la Chine. C'est clair que ça ne fait pas l'affaire donc de la France. Et aussi, il y a la question de la CEDEAO. Et donc, on constate, c'est vrai que nous sommes tous dans aujourd'hui une alliance, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Mais on constate que le Burkina affiche plus sa quête de souveraineté et sa quête d'indépendance. Ce qui fait que, naturellement, les ennemis, on va le dire, c'est ce qui est dit, c'est ce que ceux qui dirigent, c'est ce que les autorités pensent. Donc, ils sont attaqués de toutes parts. On passe donc par des stratagèmes, on passe par plusieurs méthodes, que ce soit donc des gens de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, pour attenter donc, pour freiner donc l'élan donc qui est donc donné par le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, c'est clair que, en tout cas, au-delà de faire face à la lutte contre le terrorisme, les autorités actuelles doivent aussi faire face à ces menaces-là de déstabilisation, parce que, bon, selon elles, les ennemis sont partout, ils sont à l'intérieur, ils sont aussi à l'extérieur. Il y a de la manipulation, on essaie donc de manipuler, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit l'armée, que ce soit donc les politiques et tout. Et donc les autorités sont sur leur garde en tout cas. Alors Lamine, non seulement lutter contre le terrorisme, mais aussi maintenir leur pouvoir, voilà, pour qu'on ne déstabilise pas les institutions de la République. Justement, en parlant toujours de ces complots déjoués, il y a eu des arrestations, des officiers au sein de l'armée ont été interpellés, certains ont été relevés de leurs fonctions. Alors parlons de ceux qui ont été arrêtés. Quel est aujourd'hui leur sort? La dernière question. Oui, on n'a pas beaucoup d'informations sur ça. Ce qu'on sait, c'est ce que vous venez de dire. Des gens donc ont été arrêtés, des officiers supérieurs, des officiers, des soldats, donc pour
des tentatives de coup d'État. On n'en sait pas beaucoup parce qu'il y a peu d'informations qui sortent. Une chose est sûre, c'est que ce que nous savons encore dans les coulisses, ce qui n'est pas du tout clair, c'est que ce qui n'est pas officiel, ce que je veux dire, c'est que le dossier, les enquêtes continuent et puis les dossiers seront donc judiciarisés au grand public. Bien. Mais on n'en sait pas plus que ce que vous avez dit. Hein. Bien. Lamine Traoré, journaliste indépendant, Badgé, depuis Ouagadougou, merci pour votre disponibilité et pour cet éclairage. Merci à vous. Merci. Mohamed, en 30 secondes, nous avons écouté Lamine Traoré. C'est clair qu'aujourd'hui, même à l'analyse que nous venons de suivre aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des menaces externes, mais les menaces sont aussi internes. Oui, il y a des menaces externes, mais les menaces internes sont encore beaucoup plus nombreuses. Il faut le dire, aujourd'hui, le Burkina Faso fait quand même face à double problème, voire même plus que ça, parce qu'il y a quand même ces menaces djihadistes. Il y a de l'autre côté, on parle de comploteurs par rapport à un coup d'État aujourd'hui. C'est la question que j'ai posée aujourd'hui. Est-ce que le Burkina est victime de son rapprochement vis-à-vis de la Russie? Est-ce qu'il est victime aujourd'hui, c'est-à-dire du fait quand même qu'il se soit écarté des rangs de la CEDEAO, de l'autre côté aussi avoir rompu avec la France. Donc il faut quand même dire que le cas burkinabé devient tellement sensible, délicat, et qu'il faut quand même attendre, c'est-à-dire comment le sort de ces personnes, notamment ces officiers interpellés, va être scellé pour comprendre réellement jusqu'où le pouvoir de Ouagadougou quand même compte aller vis-à-vis des représailles concernant ses ennemis. Mohamed, on aurait pu aller plus loin, mais la radio c'est l'air aussi. On s'arrête là pour aujourd'hui. Le 4e sujet, on l'avait dit ici, la situation haïtienne. On reviendra là-dessus demain si tout va bien avec un confrère basé du côté d'Haïti pour parler de cette situation qui prévaut du côté d'Haïti, qui frise même le chaos actuellement, il faut le dire. Merci Mohamed. Merci Yaya Diallo, merci à tous. Merci Yamsa Sek. Merci Yaya, merci à tous. À la technique, Mamadou Diallo. À la régie télé, Fatoumata Sissé. Salimatou Sissé. À la réalisation, Michel Ouamono. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes.